Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour Rust, bonjour Polydomso. Ça Bonjour. fait plaisir. Un premier podcast tous les trois depuis une éternité. Une véritable éternité. Ah oui, c'est Enfin. vrai. C'est vrai. Et on se retrouve donc pour parler de l'UFC 264, Conor McGregor versus Dustin Poirier. Vous le savez, ce sont les pronostics, los pronosticos. Vous pouvez participer sur notre Google Form, tout ça se passe sur Discord. Et vous pourrez gagner des lots Venom, bien évidemment, pour les 3 premiers. Et d'ailleurs, oui, j'en profite pour dire à tous ceux qui gagnent, s'il vous plaît, venez réclamer vos lots. Parce que là, il y a déjà 2 personnes qui n'ont pas réclamé leur lot la dernière fois. Pour Cyril, on attend. Bravo. Bon. Sinon, on les garde. Sinon, on les garde. Alors, messieurs, on va aller crescendo. On va commencer par le premier combat de la carte principale. Sean O'Malley qui affronte Moutinho en short notice. À la base, Sean O'Malley devait affronter Smolka avec une très bonne blague de notre cher Polydomso. Mais finalement, il affronte quelqu'un d'autre qui fera ses débuts à l'UFC. Ça paraît très compliqué. Ah ouais, ça paraît compliqué. Hein. Bah écoute, si tu me permets, Polydomso, je vais juste commencer par ce qui me vient à l'esprit, qui est que j'ai pas souvenir qu'il y ait eu une seule fois un combat où il y a, entre guillemets, ce qu'on appelle un newcomer, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son premier combat à l'UFC en remplacement d'un combattant qui était censé être un combattant de haut profil et pour lequel ça ait marché. Les exemples qui me viennent là, c'est Daniel Cormier contre le gars qui faisait partie de l'équipe olympique de lutte aussi, dont j'ai oublié le nom là, mais qui a fait quelques combats après à l'UFC. Il s'est fait torcher. Il y avait Khabib Nurmagomedov contre un Oui, gars qui est pareil. le gars, mais quand Khabib revenait de son layoff de 2 ans, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il l'a massacré, ouais, effectivement. Et il l'a massacré. Voilà. Donc on n'a pas les noms parce que, en fait, c'est vrai qu'on devrait peut-être les connaître, mais j'en ai un, surtout... moi, Ah, de mec qui a gagné, mais bon, le problème, en fait, si tu veux, c'est que c'est des newcomers jusqu'à ce qu'ils deviennent célèbres, tu vois. Mais Junior Dos Santos contre Fabricio Verdum, c'était quand même un traquenard et Junior Dos Santos n'était absolument pas connu à l'époque et il a mis KO au c'est vrai. Après, si Fabricio je me Verdum. souviens bien, c'était pas un short notice, si je me souviens bien. Non, mais je crois que c'était un remplacement. Alors, il faudrait voir le truc, mais ça m'a l'air ça avait l'air de mémoire, je pense que c'était un remplacement. Mais en tout cas, j'aurais tendance à penser que c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que de manière générale, ça se finit toujours en massacre à la tronçonneuse. Donc je pense que là, ça ne fera pas exception. En fait, d'autant plus qu'avec Junior Dos Santos, JDS, à l'époque, c'était vraiment un monstre. Tandis que Chris Moutinho, là, pour le cas présent de Sean O'Malley, ça n'a pas l'air d'être vraiment un futur crack. C'est-à-dire que là, il est à 9-4. Alors, ça ne veut rien dire. Il y a des combattants qui ont beaucoup de défaites, mais qui ont affronté des monstres. Là, les 4 défaites, elles ont eu lieu dans le CES MMA. Donc, je viens d'aller voir, je crois que c'est le Classic and Entertainment Sports MMA. C'est une petite ligue. C'est une petite ligue de prétention régionale. Et avoir 4 défaites, et en plus par finition à chaque fois, je crois, c'est vraiment pas bon signe. Donc, je pense que là, on a tout simplement affaire à vraiment, littéralement, ils ont pris le premier mec qu'ils ont trouvé qui acceptait de prendre ce combat en aussi short notice. Mais voilà, je pense qu'on ne se fait pas d'illusions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense, voilà, ça va être à mon avis un KO premier ou deuxième round. Troisième, si jamais le gars fait vraiment des trucs de fou. Mais là, c'est pour remplir la machine à highlight, je pense. Ah bah, je te rejoins. De toute façon, je ne peux pas dire mieux parce que, très honnêtement, je ne connais pas le mec, en fait. Ah bon, non plus. Quoi ? Comment vous ne connaissez pas Chris Moutinho ? J'ai aucune idée de qui c'est, malheureusement. Ça se trouve, on est passé à côté d'une étoile filante et peut-être que ces 4 défaites, c'est des honteux vols de l'arbitre. On n'en sait rien, tu vois. Je sais pas, mais bon, il me semblerait quand même que c'est l'UFC qui a raclé les fonds de tiroir pour essayer de trouver quelqu'un qui serait chaud pour prendre une défaite, parce qu'en gros, c'est ça, tu vois. Ouais. Et ou disons qui serait chaud pour prendre une défaite, mais gagner son ticket à l'UFC. C'est ça qui est la plus grosse récompense pour eux, quoi. Certes, parce qu'en fait, à mon avis, personne ne voulait prendre de défaite déjà dans l'UFC. Je pense qu'en gros, à mon avis, ils ont dû, comme c'est Sean O'Malley, c'est pas totalement c'est plus un prospect, quoi. Il est là depuis, il est installé, et ils essaient à tout prix de le faire monter, de le EP dans les classements.
À mon avis, la première proposition, c'était des gens de l'UFC. Sauf qu'à mon avis, les mecs, ils ont dit très peu pour moi. Ouais, il y avait Ricky Simon, mais malheureusement, il ne pouvait pas faire le poids en bantam. Voilà, ou alors ça, tu vois, ou alors il y avait des indisponibilités de tout à chacun. Donc du coup, à mon avis, c'est pas une solution optimale pour l'UFC. Ils ont dû prendre quelqu'un parce que honnêtement, là, en gros, il faut vraiment que Sean O'Malley fasse un KO magnifique. Parce que je ne vois pas en quoi ça va améliorer son bilan de battre Chris Moutinho dans ces circonstances-là. Donc pareil, moi je dis pas mieux. Je pense que là, je vais avec en fait un peu l'idée que j'en ai, tu vois, en regardant le bilan du mec et en regardant surtout la succession des événements qui me fait penser que, en gros, c'est un peu le massacre des innocents cette histoire. Je pense que je vais aller premier round KO pour Sean O'Malley. Ouf. Ouais. Mon cher Rust. Ouais, moi je vais mettre KO second juste pour dire pas pareil, mais j'en pense pas moins. Mais c'est vrai qu'on peut aussi quand même néanmoins notifier qu'il n'avait rien à gagner à accepter ce combat Sean O'Malley. Il a tout à perdre, donc quand même, GG à lui, belle perf. Et les noms du coup des gars, je viens d'aller voir pour Khabib, le gars qui avait accepté ce combat en short notice, c'est Darrell Horcher. Voilà. Et contre Daniel Cormier, c'était Patrick Cummins. Voilà. Exactement. Qui ensuite a fait une carrière à l'UFC. Alors, absolument. Messieurs, on va monter moi aussi pour ma part KO premier round pour Sean O'Malley. Ensuite, on passe à la catégorie bantamweight féminine. Irene Aldana contre Yana Kunitskaya. Donc l'UFC qui essaye un petit peu d'avoir du 109 dans cette catégorie. On rappelle Yana Kunitskaya qui a eu le title shot en featherweight face à Chris Cyborg. Ça se passait très bien pendant 1 minute, puis patatras. Donc là, qui maintenant est en bantam, contre Irene Aldana, qui, je ne vais pas dire qu'il y a une certaine hype, mais mine de rien, on commence à la voir ici et là. Ça pourrait être une phrase, tu sais, sur une épitaphe ou un frontispice de tous les combattants qui rencontrent des champions. Ça se passait très bien, mais puis patatras, quoi. Mais ouais, Aldana, Kunitskaya... Très honnêtement, je vais dire ce que tout le monde pense, je m'en cogne en fait de ce combat. Très honnêtement, j'en ai rien à cirer. Honnêtement, après, on va se faire incendier par la Ligue des défenseurs des combats féminins. Moi, je suis désolé, j'ai rien contre les combats féminins quand ils sont bons. Et d'ailleurs, il y a des combats masculins dont je n'ai rien à cirer non plus. Là, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Non, pareil, en fait, c'est terrible, mais je pense que là, c'est tout simplement une instance de... Il fallait mettre un combat féminin en fait, sur la main card, tout simplement, parce que je pense que, même les combats qui viennent après sur la carte sont beaucoup plus intéressants, je trouve. Il y a Ryan Hall quand même qui combat sur cette carte-là. Et bon, c'est clair, il est mis au sommet, je crois, de la carte préliminaire pour justement doper un peu la carte préliminaire. Mais par exemple, ce genre de combat serait 1000 fois plus intéressant pour, je pense, les fans que Irene Aldana versus Kunitskaya. Après, je dois avouer que je les connais même pas suffisamment en fait pour faire vraiment un pronostic, je pense qu'il serait intéressant. Donc, je vais tout simplement dire Yana Kunitskaya parce que voilà. Parce que plus d'expérience. Moi, j'allais dire ça aussi. En fait, très honnêtement, j'ai vu les combats d'Aldana et de Kunitskaya, ça m'a vraiment pas marqué. Allez, je vais vraiment, histoire de pas dire comme toi, je vais dire Aldana parce que je vais dire, je vais mettre une pièce sur le prospect, mais en réalité, c'est pile ou face pour moi, honnêtement. Bien, je mets victoire pour ma part de Yana Kunitskaya par décision. Messieurs, un petit peu plus d'entrain pour le combat qui arrive, pour nos amis de la poésie, amis de la délicatesse, de la douceur, Tai Tuivasa contre Greg Hardy. Bon, vraisemblablement, les deux poids lourds viennent pour envoyer des parpaings. C'est vraisemblablement pour cette raison que l'UFC les a mis en 3e combat de, selon toute vraisemblance également, le plus gros pay-per-view de l'année. Ça va réveiller tout le monde avant les 2 gros combats, enfin les 2 combats qui ont des incidences sur le titre. Là, ça a l'air assez intéressant, en sens qui va se faire finir en premier plutôt. C'est pas... Ouais, et puis en fait, instinctivement, j'aurais eu tendance à évidemment favoriser Tai Tuivasa parce que même si c'est pas non plus le plus technique des heavyweights, il a quand même plus d'expérience. Je pense qu'il a peut-être... il est plus rapide. Je pense qu'il a une plus belle boxe. Je pense qu'il se déplace mieux. Probablement un meilleur cardio. Après, il faut voir si Greg Hardy a droit à son inhalateur ou pas. Mais du coup, je me dis, je pense que sur le papier...
Non, c'est pas une vanne, hein. C'est qu'il a quand même utilisé un putain d'inhalateur dans son combat contre je sais plus trop qui. Donc, mais donc, après, une fois cela dit, faut quand même noter que Greg Hardy, il a survécu à Volkov. Hein. C'est-à-dire que bon, Volkov l'a plus l'a que dominé. survécu, hein, j'ai envie de dire. Ouais, bah absolument. Il l'a En dominé short de la tête et notice, des en épaules. plus. En short notice, absolument. Donc c'est pour ça que Volkov n'a peut-être pas voulu prendre beaucoup de risques. Et du coup, bon, bah voilà, il a tout simplement assuré le travail. Donc il s'est fait dominer totalement. Mais il a quand même survécu. C'est à notifier. Il a tenu les 5 rounds. C'est à notifier, noté. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Personnellement, je vais mettre Tai Tuivasa pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, parce que quand même, normalement, comment dire, la logique martiale voudrait que ce soit le plus compétent qui gagne. Mais si ça se trouve, Greg Hardy a progressé beaucoup depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Peut-être qu'il va nous surprendre. Voilà, à voir. Mais je mets Tai Tuivasa. Ouais, bah écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que honnêtement, en termes de technicité, même d'expérience, on pourrait dire, parce que Greg Hardy, c'est à part Volkov et Tibura, je vois pas vraiment qui l'a affronté qui était vraiment d'un très haut niveau. En fait, l'UFC a vraiment essayé à tout prix de miser sur ce cheval-là, mais je veux dire, Greg Hardy ne facilite pas les choses parce qu'à chaque combat, il y a une polémique. C'est très intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime bien regarder Greg Hardy. Pourtant, c'est pas le plus flamboyant des poids lourds à regarder combattre, mais je suis avide de ce qui va se passer. Je me dis, il va toujours se passer un truc, donc c'est marrant, j'attends. Et d'ailleurs, le dernier combat contre Tibura, c'était un peu ça aussi. Il s'est épuisé alors que bon, je trouve qu'il se démerdait pas trop mal contre Tibura, mais on s'est rendu compte qu'au sol, il y avait quand même de grosses faillites de la part de Greg Hardy. Donc, c'est pas un produit complet. Il envoie très, très fort, en revanche. Il peut mettre des KO. Donc, bon, c'est un peu le prototype du poids lourd, j'ai envie de dire. Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous le vendait un peu comme un athlète de ouf qui venait d'un autre sport. À part son explosivité, moi, je trouve qu'il n'a pas un très bon cardio. Je trouve pas qu'il a une très bonne coordination et qu'il est particulièrement rapide non plus, donc c'est spécial. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il peut éteindre la lumière sur à peu près n'importe quelle technique haute. Donc c'est toujours intéressant. Et de son côté, Tuivasa, bon, il est lourd, mais c'est pas un gros modèle. Donc je pense qu'il aura un petit déficit physique face à Greg Hardy. Tuivasa, c'est un peu la version Wish de Mark Hunt, en fait. Je dis ça, bon, c'est méchant. Non, c'est méchant. Je vais pas dire ça. Mais je retire. On oublie ce que j'ai dit. C'était mon côté espiègle qui a sorti ça. Mais je vois ce que tu veux dire, ça dit. Il combat comme Mark Hunt. C'était son sparring partner pendant des années. Sauf qu'il n'a pas toujours, d'ailleurs. Ouais, mais il n'a pas le génie de Mark Hunt, quoi. D'ailleurs, ils sont plusieurs dans l'équipe de Mark Hunt à être des simili Mark Hunt, mais ne pas être Mark Hunt, en fait. Ça me fait penser un peu à... Pendant des années, Fedor, il avait un sparring partner, c'était Kirill Sidelnikov. Oui, Sidelnikov, ouais, un truc comme ça. Comme Fedor, mais qui n'était pas Fedor, quoi. Et du coup, qui n'avait pas le bilan de Fedor. Bah, c'est un peu pareil avec Tai Tuivasa. Bon, il est doué, hein, il est quand même pas mauvais, mais je trouve pas qu'il ait la lecture de jeu même de Mark Hunt. J'ai l'impression qu'il applique ce qu'on lui a appris, ce qu'il a vu en fait chez Mark Hunt, sans trop bien comprendre ce qu'il fait et comment le faire. L'exemple typique, c'était son combat contre Junior Dos Santos. Ouais. Mark Hunt avait fait un bon combat contre le Prime Dos Santos, qui était vraiment rapide, solide, dangereux, et il avait tenu la dragée haute, et ça s'était terminé dans les derniers moments, 3e round, je crois. Coup de tir retourné, putain. Truc complètement inattendu de la part de Junior Dos Santos sur toute cette époque qui était plutôt le boxing de Santos. Donc c'était un combat de ouf. Il avait essayé de faire pareil, Tuivasa, sauf qu'il y avait eu trop d'empressement. Et là, pour le coup, il était contre le fantôme de Junior Dos Santos. Donc c'est plus ou moins. C'est pour montrer la différence de niveau et de talent. Et il s'était fait surprendre sur un contre, alors qu'au début, il mettait bien la pression. Donc moi, je pense que, honnêtement. Pareil, je vais aller avec Tuivasa. S'il ne se fait pas mettre KO sur le premier round, honnêtement. Après, on ne sait pas parce que c'est en 3 rounds. La grosse faiblesse de Greg Hardy, elle est au sol, je trouve. Je pense qu'il a un énorme problème. Et ce n'est pas l'arme de Tuivasa. Tuivasa, c'est un striker qui met la pression sur l'adversaire. Donc, il y a moyen que ça se. Autant je vois bien Tuivasa prendre l'avantage sur les 2 derniers rounds. Autant il y a moyen que même s'il prend l'avantage, il prenne un knockdown ou un truc comme ça et que ça fasse basculer un round, voire 2 du côté de Greg Hardy. Allez, je vais aller du côté de Greg Hardy. Il est moins bon, hein. Honnêtement, en technique, il est moins bon. Mais tu penses qu'il va le finir ?
Non. Ouais, non, je pense que, Oui. mais je pense qu'en revanche, ça va être une décision, Ok. un truc un peu pourri, genre 29-28, 2 rounds pour Grégardi, 1 round pour Tuivasa. All right. What about Rusty you? B. Yo. Bah moi j'ai déjà dit, du coup je mets Tai Tuivasa et puis je vais mettre KO deuxième. Ouais, bah moi je vais mettre Tai Tuivasa, décision unanime. Je pense quand même qu'il va pas réussir à finir Greg Hardy, mais à mon avis ça va être une bonne domination de la part de Tai Tuivasa. D'ailleurs, moi je trouve qu'il m'avait agréablement surpris lors de sa dernière sortie sur la Fight Island, après s'être fait cutter de l'UFC. Il est revenu, donc là il Oui. reprend un nouveau run. Bien messieurs, là ça y est, ça devient sérieux. Catégorie welterweight, Gilbert Burns, numéro 2 de la catégorie, face à Stephen Wonderboy Thompson. Wonderboy entame un nouveau run vers la ceinture. Vraisemblablement, peut-être, ils s'affrontent pour le prochain title shot ou pas. En tout cas, ils sont comme main event de l'UFC. Une véritable opposition de style. Ça paraît hautement risqué, en tout cas pour les deux, d'avoir accepté ce combat-là, je trouve. Bah ouais, mais d'un autre côté, ça a du sens, hein, je trouve. Du coup, il y a, enfin, risqué au final, je sais pas parce que bah, pour, Steven Wonderboy, ça reste, tu sais, un espèce de jusqu'à ce qu'il prenne un méchant KO ou qu'il se fasse dominer salement. C'est quand même un mec qui est ultra dangereux et qui reste dans l'esprit des gens au top du top de la catégorie en fait. Donc c'est pour ça que pour Gilbert Burns de combattre Wonderboy, ben en fait c'est plutôt bien parce que s'il gagne, tout le monde considérera que c'est wow, il a battu Wonderboy. On en est encore à ce stade-là, donc c'est cool. Mais ce qui est quand même impressionnant de la part de Stephen Thompson, sachant qu'il a déjà eu son run pour le titre, qu'on pourrait se dire bah normalement, la logique de carrière voudrait qu'il soit sur la phase descendante, qu'on ne le considère plus en aussi haute estime. Et pourtant, oui. Et puis, bah, voilà, c'est vrai que pour Stephen Thompson, c'est pareil. Si tu bats Gilbert Burns, bon, bah, clairement, tu as battu un des top 5, donc c'est la porte vers le titre. Donc, c'est plutôt cool en vrai. Hein. Pour les deux, c'est vraiment un combat qui est super intéressant. Et puis là, Polydomso va nous éclairer encore plus, mais au niveau du style particulièrement, je pense que ça va être fascinant. Non, c'est clair. Et en plus de ça, bon, ça la fout mal parce que j'ai oublié le dernier mec, le nom du dernier mec. Je vois très bien qui c'est, mais qui a battu Wonderboy Thompson. Anthony Malitis ou Geoff Non, Neal. non, non. Geoff Neal. Goff Neal, ouais. Geoff Ouais. Neal, oui. Geoff Neal. Geoff Neal, ouais, très bien. Jean-Pierre Goff. Et non, mais moi, je trouve ça très intéressant parce que très, très bonne. C'est de la merde, pardon. Et donc, oui. Donc, je te rejoins là-dessus. Wonderboy Thompson, c'est un puzzle. Il sera bon toujours pour ça jusqu'à ce qu'il ralentisse ou qu'il devienne vraiment fragile au niveau du menton ou quelque chose comme ça. Mais on voit là, il continue de battre des mecs qui sont vraiment dangereux. Luque, Geoff Neal, enfin, c'est des mecs, putain, ils peuvent battre n'importe qui, ces gars-là. À peu près dans le top 10, sauf Colby et Kamaru Usman. Ils ont vraiment cette assurance en lutte qui leur permet d'avoir un niveau d'écart par rapport au reste de la KT. Mais honnêtement, Luque, Masvidal, tout ça, je veux dire, c'est des mecs qui peuvent se battre un jour sur deux. Quoi. Dire, un jour, ça va être Masvidal, le lendemain, ça va être Luque. Donc, le fait que Wonderboy non seulement les batte, mais en plus les surclasse, parce que c'est pas du tout serré. C'est-à-dire, Luque, il y a eu un petit moment de panique au premier round, mais après, il a déroulé. Alors, Geoff Neal, j'étais vraiment déçu parce que j'avais beaucoup d'espoir pour Geoff Neal et je trouvais qu'il avait combattu de manière. Enfin, ça m'avait laissé perplexe. Le mec avait de très bons kicks, de bons low kicks. Il avait essayé à tout prix de boxer avec Wonderboy Thompson. Enfin, c'est très étonnant. Donc, il y a des gens qui ont peut-être les armes pour le battre, mais qui n'ont pas la bonne stratégie. Je pense à Geoff Neal, où il y a des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Je pense à Masvidal quand il l'avait rencontré, qui avait fait des low kicks et tout, mais qui sont dépassés par le niveau de technicité de Wonderboy Thompson. Et c'est pour ça que, honnêtement, Wonderboy, je le mets favori contre la plupart des mecs qu'il va rencontrer dans cette catégorie. Tu vois. Mais en revanche, Gilbert Burns a 2-3 outils qui me paraissent très très bons dans la perspective d'un combat contre Wonderboy Thompson. Notamment depuis qu'il a fait sa transition en welterweight, il utilise beaucoup plus de kick, beaucoup plus de calf kick. Et moi, je pense que c'est la stratégie à adopter quand tu combats un mec comme Wonderboy Thompson qui a une garde très très large. On répète, finalement, les gens qui nous écoutent vont se dire c'est un peu un disque rayé, mais parce qu'il y a des oppositions de style qui, à mon avis, appellent certaines armes. Et rendez-vous compte, ça vous saoule de m'entendre dire ça,
imaginez moi ce que je ressens quand je regarde un combat, que je vois le 4e ou 5e mec qui affronte Stephen Wonderboy Thompson et qui fait pas de low kick. J'ai envie de bouffer ma casquette, hein. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. Et donc tout va dépendre en fait de Gilbert Burns. Si Gilbert Burns il essaie d'y aller en se disant je vais essayer de le mettre KO, je vais essayer de boxer avec lui, à mon avis il va se faire torcher. Mais ça va être violent, quoi. Et je pense même qu'il va se faire finir. En revanche, s'il y va en construisant son combat, en cherchant à faire des calf kicks, à essayer d'accrocher pour empêcher Wonderboy Thompson d'installer sa distance et tu sais, Wonderboy Thompson, il a cette arme là de triple attaque entre le sidekick de la jambe avant et avec le même armement de jambes, il te fait soit un low kick, soit un high kick, ou un head kick, donc 4 attaques avec le même setup. Et en fait, quand il rentre dans son jazz et qu'il est au milieu de l'octogone et que tu es à distance de frappe, mais on le voit, les mecs sont perdus, quoi. Ils savent pas ce qui va arriver ensuite. Et il faut franchement éviter ça quand tu affrontes un mec comme lui. Soit tu fais comme Darren Till, tu essayes à tout prix de le pousser contre la cage, et c'est ce qui s'était passé. Il avait réussi, il ne s'était pas passé grand-chose dans ce combat, mais au moins à se mettre à l'abri de cette attaque-là. Soit tu essayes, ça c'est une autre stratégie qui est intelligente, qu'ont exploité Pettis et Tyron Woodley, qui est de se mettre contre la cage, donc dans une position a priori vraiment défavorable, mais en fait ça invite Wonderboy à essayer plutôt d'utiliser ses mains que ses jambes, et c'est là où franchement il est pas très bon, Wonderboy. Pour tout ce que je peux dire sur lui, sur son kickboxing, c'est pas un très bon boxeur en revanche, et c'est comme ça qu'il s'est fait surprendre par Woodley et par Anthony Pettis. Mais si franchement tu es au milieu et tu essaies de lui courir après, franchement, tu vas te faire dépasser. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Luque, Geoff Neal et Masvidal. Donc, tout dépend. Moi, je pense vraiment c'est un combat qui est abordable pour Burns. Il peut le gagner, ce combat. Mais comme tous les combats comme ça contre des adversaires qui posent des questions, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, il faut apporter les bonnes réponses, quoi. C'est tout. Sinon, ça ne marche pas. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il peut apporter la lutte, ou comme d'hab contre Wonderboy, c'est toujours un peu, tu dis c'est un striker, il suffit de le mettre au sol, mais c'est toujours. Il a une des meilleures défenses et c'est en fait pourquoi il a une des meilleures défenses de takedown, c'est parce qu'il a d'excellents déplacements. C'est vraiment ça. Et puis bon, il s'entraîne avec Weidman, qui est son beau-frère. Exactement. Je sais pas quoi. Son beau-frère, tout à fait. Et donc voilà, c'est chaud. Si tu y vas comme ça, genre je vais lutter avec lui. T'es foutu. C'est même pas la peine. Enfin, non, mais en fait, contre des mecs comme ça qui ont le style un peu karaté, un peu kickboxing américain, un peu point fighting, il y a si tu voulais, le game plan qui a été établi depuis des années. Ça fait peut-être 8 ans qu'il a été établi, ce game plan. C'est Shogun Rua Machida. Il faut en rester à ça. Tu vois, c'est le truc qui marche le mieux. Parce que autant quand tu te déplaces, tu peux facilement déplacer ta tête ou sortir de l'axe avec le corps, mais les jambes, elles sont toujours là. Elles sont là parce qu'il les mobilise pour se déplacer. Donc, c'est vraiment quelque chose à utiliser. Donc, voilà. Donc, moi, mon prono, je vais aller par décision unanime de Stephen Wonderboy Thompson. Je ne suis pas rassuré sur le fight IQ de Gilbert Burns. Je pense qu'il a les armes, mais le combat contre Kamaru ne m'a pas rassuré du tout sur sa façon d'aborder un combat. Alors, c'est contre Kamaru. Alors, les gens vont dire « Ouais, mais il l'a mis knockdown et tout. » Mais justement, c'est parce qu'il a mis knockdown, je me dis « c'est con, tu avais une opportunité de dingue et tu l'as laissé filer entre tes doigts comme ça. » Donc, je suis pas convaincu, totalement convaincu. Et au-delà de ça, quand tu regardes les autres performances de Gilbert Burns en welterweight, à part le combat contre Tyron Woodley, où franchement, maintenant, tout le monde sait comment battre Tyron Woodley dans cette catégorie, je ne suis pas convaincu non plus par ses autres performances. Son combat contre Kouchenko m'avait... ça aurait pu être un pile face. Et donc, je crois contre qui d'autre il a battu c'est Damian pas Maia. Nelson. Il a battu Damian Maia aussi. Ah oui, non, mais là, c'est par KO, donc c'est au premier round. Bon, on peut pas en tirer grand-chose. Nelson, il a aussi battu Gunnar Nelson, pareil, j'avais trouvé ça poussif contre En plus, Gunnar Nelson, qui utilise cette garde de karatéka et tout, donc j'avais pas trouvé qu'il avait les bonnes armes pour ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vais plus vers Stephen Wonderboy Thompson. Pareil, si on a le Wonderboy Thompson tel qu'on le connaît, et il n'y a pas de raison d'en douter, oui, moi aussi, je mets Stephen Thompson, décision unanime. Idem. En dehors d'une explosion athlétique de Gilbert Burns, moi je trouve que c'est vrai que sa montée, on va dire, jusqu'au titre, et un petit peu
faussé par certes des performances qui sont brillantes, mais face à Damian Maia, Gunnar Nelson, à chaque fois, ils avaient cette énorme peur, je pense, de se dire on va se retrouver au sol face à lui. Donc forcément, tu leur enlèves, eux, des armes qui sont énormes face à la plupart de leurs adversaires. Contre Tyron Woodley, il est tombé sur le fantôme de Tyron Woodley. Et comme l'a dit Polydomso, ce qui était dommage contre Kamaru Usman, c'est qu'il y a plein de choses qu'il aurait pu utiliser, alors qu'en plus, c'était son partenaire d'entraînement pendant de nombreuses années, qui malheureusement n'a pas utilisé. On s'est juste retrouvé avec effectivement ce côté explosion athlétique en anglaise qui pourrait utiliser contre Wonderboy, mais qui paraît un peu léger aussi. Donc je vais aussi sur une décision unanime claire de Stephen Wonderboy Thompson. Et ensuite, on espère, on croise les doigts, Polydomso le souhaite depuis de nombreuses années, le Wonderboy contre Kamaru Usman, mais qui ne devrait malheureusement pas arriver. Alors, là, pourquoi juste est-ce que tu peux dire pourquoi? Parce que c'est quand même c'est triste, enfin c'est un crève-cœur, mais effectivement c'est triste, mais money of everything, Là, on en est quand même au point où peut-être que Nate Diaz va avoir le title shot. Donc effectivement, Wonderboy, à moins qu'il batte 2-3 gars encore, ça risque d'être très compliqué pour lui. Allez, messieurs. On est parti. Broly, notre super Broly de Tsume est hyper excité. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker tsume-art.com. C'est notre sponsor officiel du podcast La Sueur. Et ce qu'ils font est juste vraiment, objectivement, absolument somptueux. Vraiment. Exactement. Là, on a fait un post récemment avec Saitama. Il y a quelqu'un dans la rue qui m'a pris en photo, mon cher Polydomso. Le gars a dit « Oh, mais non, c'est Saitama, c'est par Tsume. » J'ai fait « Ouais. » Il fait « Ah bah, c'est génial. » Et il connaissait... C'est vrai? Non, c'est vrai. Ouais. Il connaissait la statue de Tsume. Il a fait « Vous êtes qui ?» Je fais « On est un petit média sport de combat, on fait des podcasts. » Là, je fais « Ah, ok, j'irai checker, mais en tout cas, Tsume est vraiment lourd. » Donc voilà, en tout cas, merci aux photographes s'ils regardent le podcast. Bref. Main event, Conor McGregor, Dustin Poirier number 3 avec Polydomso, on en a parlé en long, en large et en travers. Rust va avoir son mot à dire bien évidemment avant le pronostic. En tout cas, peut-être que nous allons assister au dernier combat du Notorious. Oui, alors objectivement, je vais pas pouvoir rajouter grand-chose parce que la preview, honnêtement, c'est ça qui est cool, c'est que moi-même, je me suis régalé en écoutant la preview. Enfin, c'était génial. Mais du coup, je peux pas rajouter grand-chose. Du coup, oui, tout ce que je peux dire, c'est personnellement, moi aussi, je pense que c'est la fin de Conor. J'ai peu d'espoir. et du coup, non, je l'y vois plus, tout simplement. Je l'y vois plus. Je le vois plus réussir à... La fin d'une ère, hein, quand même. La sueur qui ne soutient plus Conor McGregor. Une page qui se tourne. On aurait envie parce que c'est ce pourquoi on est là, c'est pour la magie, c'est pour des moments de magie, c'est pour des moments où il y a un mec qui arrive et qui bat un monstre invaincu depuis 10 ans en 13 secondes. C'est pour des moments comme ça qu'on est là, pour de l'histoire qui s'écrit devant nos yeux. Là, le problème, c'est que je pense que l'histoire, elle a trébuché dans le parchemin et que c'est un peu terminé, quoi. Et que du coup, je resterai sur cette phrase-là, effectivement, qui est que je ne vois pas comment est-ce que Conor peut faire mieux qu'après avoir eu un camp d'entraînement complet, avec son équipe au complet, avec un game plan théoriquement aux petits oignons. Il n'y a rien qu'a apporté Dustin Poirier dans le précédent combat dont l'équipe de Conor McGregor ne pouvait pas être au courant. Ils savaient tout. Ils savaient tout, les low kicks étaient déjà là, c'était évident. Enfin, non, je ne veux pas faire comme si je savais, tu vois, personnellement, mais quand même, il y avait de grandes chances que Dustin utilise ses low kicks. Pourtant, on sait ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé, on a vu comment ça s'est terminé, on a vu que Conor était en mode « Ah putain, dis donc, les low kicks, c'était pas bête d'utiliser les low kicks, hein. » Mais oui, c'était pas bête, mais c'était là, c'était déjà là. Donc en fait, je me dis, je ne vois pas trop comment est-ce que les conditions pourraient être meilleures pour Conor pour faire mieux. Donc j'espère juste quelques flashs de brillance de la part de Conor, mais je vais quand même mettre Dustin. Et par quoi? KO, hein. Parce que je vois pas. Ouais, vraiment, il faut le vomir, tu vois. Ça râpe la gorge en le disant. Mais objectivement, en fait, le truc, c'est que parce que évidemment, c'est possible que Conor le mette KO, c'est possible. Mais je ne le vois plus, je ne le vois pas. Je pense que les probabilités sont quand même faibles. Et du coup, le truc, c'est que s'il y a domination de Dustin, je vois mal comment ça peut ne pas se terminer par un truc ultra violent à la manière de la dernière fois, en fait. Ouais.
Ouais, non, c'est clair que si c'est Dustin qui gagne, je pense que c'est KO à mon avis. Hein. Ouais, Y a et pas un de, truc y a sale, pas de- quoi. Enfin, Et oui, ouais. assez violent à mon avis. Je suis emmerdé parce que moi, j'ai une histoire personnelle avec les pronos et Conor McGregor. Je crois que je me suis planté sur tous mes pronos avec Conor McGregor. Il y a des combattants comme ça où j'ai un 100% faux à chaque fois. Derrick Lewis, c'est pareil, je crois. À chaque fois que je. Ouais, mais lui, wesh. Bon, bref. Et donc, et Conor McGregor, mais tout le temps, que victoire ou défaite. Quand je pensais qu'il allait perdre, il a gagné. Quand je pensais qu'il allait gagner, bah, il a perdu. Et, Bah, du coup, donc, j'ai voilà. hâte que tu donnes ton prono. Et oui, et le problème, c'est que moi, justement, je suis un peu embrouillé avec ça parce que je suis d'accord avec toi. C'est à lui de faire tous les efforts et il n'y a pas de raison de penser qu'il les fasse alors qu'il les a pas fait avant, si ce n'est qu'il a perdu, tu vois, et qu'il soit pas dans le déni. Et je pense quand même que Conor McGregor, on peut lui reprocher énormément de trucs, mais qu'il est jamais, quand il perd un combat, il est jamais dans le déni, genre ah oui, mais bon, j'aurais gagné, ou non, mais j'aurais gagné si l'arbitre ne m'avait pas arrêté, ou un truc comme ça, tu vois. On dirait les fins d'épisodes de Scooby-Doo. Et les choses sont, mais non, mais oui, mais les choses sont, enfin, il accepte la défaite, tu vois. Quand Ouais. il perd, tu vois. C'est comme ça. Enfin, de mémoire, hein, mais contre Ned Diaz, je crois qu'il avait dit ça. Après, faut toujours faire la part des choses entre ce qu'il dit après le combat, juste immédiatement après, et ensuite ce qu'il dit pour revendre le combat derrière. À mon avis, c'est deux Ouais. choses complètement différentes. Il y a du marketing et son véritable ressenti. Parce que après, effectivement, il peut plastronner en disant ouais, mais je t'ai eu pendant 2 rounds et tout. Mais ça, c'est du vent, c'est du pipeau, quoi. Ce qui compte, c'est vraiment quand il a la réaction à chaud sur la défaite. Et je pense que bah ouais, Dustin, il n'y a pas de doute possible. Tu t'es fait torcher, quoi. Donc je pense que peut-être là, il y a moyen que, comme il l'a senti dans sa chair, c'est une chose de le voir sur les écrans, de voir Dustin faire des choses à d'autres mecs, et ensuite de le ressentir toi-même et de l'avoir vécu. Donc je pense pas qu'il adoptera la même chose, qu'il fera la même Ouais. chose. Donc pour ça, je pense qu'au moins le combat sera intéressant parce qu'il apportera autre chose. Néanmoins, même s'il a une réponse par rapport au low kick, eh ben, ça reste quand même Dustin Poirier en face. Et les low kicks, à mon avis, ont précipité sa chute dans le deuxième combat. Mais il reste pas moins que s'il n'avait pas mis KO Poirier dans les 3 premiers rounds, euh, les rounds 4 et 5 contre Poirier auraient été très, très difficiles. Très, très difficiles. Donc, ouais, je vais dire Poirier. Ouais, Poirier par décision unanime. Je pense qu'il ne mettra pas KO. Parce qu'à mon avis, il y aura les réponses sur les low kicks et que du coup, en anglais, ça va s'équilibrer. Mais qu'en revanche, il y aura des phases de clinch, il y aura des phases de lutte et Conor va être cramé dans les rounds 4 et 5. Et donc, ça va être dur. Ça va être dur à regarder. D'autant plus que c'est vrai que ouais, les dernières photos, en tout cas, mais encore une fois, c'est les réseaux sociaux, les photos que Conor poste maintenant peuvent dater d'il y a des semaines, etc. Mais néanmoins, il m'avait paru quand même assez, en le re-regardant le combat, le deuxième combat, la carcasse de Conor me semblait quand même vachement réduite comparée à celle de Dustin Poirier. On sait que Dustin est arrivé à, c'était quoi, 82 83, kilos, mon cher Rust. 83 kilos. Je pense que Conor n'a pas pris beaucoup entre la pesée le jour du combat et au niveau de la puissance et des impacts, je trouve que ça s'est senti, puisque Conor n'avait pas ce timing qu'il avait normalement avec les low kicks, etc. Et là, alors effectivement, de toute façon, l'approche, et on espère, et probablement, comme tu dis, Polydomso sera totalement différente. Mais néanmoins, j'ai pas l'impression qu'il ait changé en termes de gabarit comparé au deuxième combat. En fait, je ne sais pas si on peut en déduire grand-chose, parce qu'effectivement, si la réponse au low kick, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise, parce que s'il garde sa mobilité et sa vitesse, ça peut être très bon s'il a son timing qu'il peut mettre en œuvre. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'effectivement, ça se joue au fur et à mesure du combat, dans des phases de clinch, dans de la lutte, dans un espèce de front contre front en termes de puissance, j'ai un petit peu peur, en fait. J'ai un petit peu peur qu'encore une fois, il se fasse manhandle, quoi, qu'il se fasse en français fistonner. Enfin, dans le sens que c'est mon fiston. Non, ouais, merde, mauvais mot, putain. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Merde. Attends, putain, c'est un truc vite. Putain, fist. Parler de fist, je crois. Non, oui, voilà. Non, mais oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si jamais ça a un rapport avec de la puissance et que la puissance entre en ligne de compte et devient un facteur déterminant, la puissance physique, etc. Ben, je pense que voilà, Dustin Poirier va faire de Conor son fiston. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Voilà. Complètement. Bah, je suis entièrement d'accord. Moi, pour ma part, je pense effectivement que
Il aura des réponses, Conor McGregor, il aura des réponses, mais pas suffisantes pour pouvoir mettre KO Dustin Poirier dans les 2 premiers rounds. Et donc, c'est pour ça que je pronostique une victoire par KO de Dustin Poirier au 4e round. Ouais. Bah pareil, je vais dire victoire par KO, TKO même. Non, KO, vas-y, KO de Dustin. Je vais dire 5e, parce qu'effectivement, comme l'a souligné Polydomso, c'est vrai que, par exemple, le deuxième combat contre Nate Diaz, il est arrivé avec des nouvelles solutions et il a tenu jusqu'au 5e round, alors qu'on se disait, s'il y a bien un truc qui n'arrivera jamais, c'est une victoire par décision de Conor. Donc, il peut nous surprendre même sur la durée. Donc, je vais dire, allez, KO 5e round. KO 5e, et sachant que oui, en plus, contre Dustin Poirier, j'ai regardé à nouveau hier d'ailleurs ce combat-là. C'est vrai que contre Nate Diaz, c'est vrai que Nate Diaz le laissait aussi respirer, notamment, je pense, à la fin du deuxième round, quand Conor commençait à faire ses petits running autour de la cage. Je pense que ça n'arrivera pas du tout avec Dustin Poirier. Non. Ça, c'est l'histoire de la carrière de Nate Diaz. Mais c'est clair, putain, c'est fou quand même. Mais oui, non, ça risque pas d'arriver avec Dustin, effectivement, parce que Dustin. Il n'y a pas de je te pointe du doigt, on rigole bien. Dans un street fight, s'il n'y avait pas de round. Non, Dustin Poirier, il est très au courant qu'il y a des rounds et qu'il va te fumer, en fait. Quoi. Enfin, c'est le sport. Donc, Bon, voilà. Ah, les gars, mais oui. Voilà. Non, c'est vrai. Assez terrible pour notre cher Conor McGregor, mais bon, il peut à nouveau surprendre toute la planète entière et finir Dustin Poirier par KO au premier round. Terrible pour Conor, mais cool pour Dustin. On peut voir les choses comme ça aussi. On peut. Lui, il est refait à vie. Ouais. C'est clair que là, le Red Panties Night aura eu lieu 2 fois, parce que la première, je pense qu'on peut pas vraiment le compter, parce que Dustin n'avait pas de point de pay-per-view, n'avait pas tout ça. Là, entre guillemets, grâce à cette rivalité, là, je pense qu'il il est multimillionnaire maintenant, c'est clair. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour sur cette carte de l'UFC 264, messieurs, diffusée sur AMC Sport à partir de 4h du matin. Big shout out My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 45% sur tous mes protéines en ce moment avec le code de la sueur. C'est les soldes également sur tous mes protéines. Donc n'hésitez pas. Et moins 10% sur tout Venom. Avec le code de la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor. Oh là 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 là, sponsor de... partout, putain. Sponsor de la sueur. Et puis Tsume, sponsor de la sueur, on vous l'a dit. Si vous voulez avoir un super Broly tout petit chez vous, n'hésitez pas. Voilà, allez, à la prochaine. I'm fucking coming for you!